Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Je suis votre hôte Jean-Michel Abrassard. Et aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler un petit peu d'ufologie. Ça fait longtemps qu'on n'en a plus parlé sur le podcast. Pour ceux qui découvrent le podcast sur YouTube, d'ailleurs, sachez que ça fait quelques mois qu'on met les épisodes sur YouTube maintenant. Mais sachez qu'en fait, le podcast existe depuis plus de 10 ans. Vous le trouverez sur le site scepticisme-scientifique.com. Donc là-bas, vous aurez plus de 10 ans d'épisodes du podcast à écouter. Et vous le trouverez aussi sur tous les agrégateurs de podcasts, iTunes, etc., en audio uniquement. Alors sur l'ufologie, je voulais revenir sur un argument de base que j'entends finalement assez peu souvent. Je n'entends jamais des ufologues. Qui est qu'en fait, si vous voulez prouver des visites extraterrestres de notre planète, il vous faudrait un échantillon de technologie ou de biologie extraterrestre. Et l'exemple que j'aime bien pour illustrer ce problème, c'est le monstre du Loch Ness. Le monstre du Loch Ness, si vous voulez prouver son existence, accumuler des témoignages de gens qui disent avoir vu le monstre du Loch Ness, ça ne suffira pas. En zoologie, vous devrez fournir un spécimen du monstre. Par exemple, vous capturez donc ou vous tuez le monstre du Loch Ness et vous le présentez à la communauté scientifique et vous aurez prouvé l'existence du monstre du Loch Ness. Si on prend un autre type de cryptide, le calamar géant, évidemment, ce qui a convaincu la communauté scientifique que le calamar géant existait, ce n'est pas des témoignages de gens qui disaient l'avoir vu, mais c'est le fait qu'on a retrouvé des cadavres, des carcasses de calamars géants, donc sur les plages, ils s'échouaient sur les plages. Alors par la suite, évidemment, maintenant, ces dernières années, des scientifiques ont réussi à filmer les calamars dans les profondeurs. Il y a même une vidéo assez amusante d'il y a quelques années, un bébé calamar qui ne faisait que 3 mètres de long, je crois, de mémoire, qui nageait près des côtes japonaises. Alors il y a un plongeur qui est allé à proximité. Mais voilà, si on a des spécimens, dans le cas des calamars, évidemment, les cadavres s'échouaient sur la plage, mais donc c'était mort. Mais si on a des spécimens, forcément, ça remporte l'adhésion de la communauté scientifique. Mais bizarrement, pour les ovnis, on ne tient jamais ce discours. On dit, oui, on a beaucoup de témoignages. Par exemple, pour la vedette belge, il y a énormément de témoignages. Donc, c'est ce qui prouverait prétendument quelque chose. Alors, évidemment, les sceptiques, ils disent que le témoignage, avec justesse, que le témoignage humain ne prouve rien, n'est pas fiable. Alors, évidemment, c'est une question de plausibilité aussi. Si votre témoignage, vous dites que vous êtes allé acheter du pain lundi à la boulangerie, on n'a pas vraiment de raison de ne pas croire ce que vous dites. Mais par contre, si vous dites que vous avez vu des extraterrestres, le monstre du Loch Ness, des fantômes, des fées, etc., là, il y a plus de raisons d'être, disons, dubitatif. Et donc, pour moi, c'est vraiment un argument de base. Et pourtant, on le lit peu, même chez les sceptiques. Et alors, chez les ufologues, si vous lisez la littérature ufologique, c'est toujours... on psalmodie, on a des témoignages, on a des témoignages, on a des témoignages, mais comme si ça prouvait quoi que ce soit à propos de quoi que ce soit. Donc ici même, je parle à propos des témoignages avec des détections radar ou des traces au sol ou même avec plusieurs personnes. Pour moi, tout ça ne prouvera jamais l'hypothèse extraterrestre. Encore une fois, si vous voulez prouver l'hypothèse extraterrestre, capturez un extraterrestre ou alors il faut qu'un avion de chasse abatte un vaisseau. Alors évidemment, quand on dit ça, ça fait rire les ufologues parce qu'ils pensent que c'est totalement impossible. Et évidemment, personne n'est jamais arrivé à le faire jusqu'à présent. Personne n'est jamais arrivé à faire ce qui prouverait l'hypothèse extraterrestre. Alors ils vont parler de l'élusivité des extraterrestres. Les extraterrestres, ils sont surpuissants, ils sont tellement plus forts que nous. Ils sont indétectables par les radars, sauf quand ils veulent bien être détectés. Ils ne se crachent jamais, sauf quand ils veulent bien s'écraser à Roswell. Ils sont totalement élusifs, ils se dissimulent super bien, ils ne se montrent pas dans le ciel sauf quand ils veulent bien se montrer. C'est l'élusivité des extraterrestres. Alors évidemment, c'est une élusivité qui ressemble très fort à l'élusivité des créatures surnaturelles, par exemple Dieu, dont on parle beaucoup en théologie, ou les anges ou les démons. Dieu, il pourrait faire un miracle et prouver son existence, faire des miracles régulièrement et prouver de manière indubitable son existence, mais il ne le fait pas, il est caché d'une certaine façon. Alors il y a plein d'arguments de théologie à propos de ça, en disant oui, c'est pour permettre aux gens de le découvrir, et puis s'il n'était pas caché, on n'aurait pas besoin d'avoir la foi, etc. Mais donc l'élusivité de Dieu ou des créatures surnaturelles, on la retrouve chez les extraterrestres. En fait, c'est pour ça qu'on parle souvent de l'ufologie comme une religion contemporaine en sociologie.
puisque finalement les extraterrestres ont les mêmes propriétés que les créatures surnaturelles. On ne peut pas faire ce qui permettrait de prouver leur existence de manière indubitable. Alors aussi, par rapport à cette élusivité, le fait qu'on ne peut pas capturer un extraterrestre, les ufologues, bon évidemment il y a les théories de la conspiration qui permettent de contre-argumenter ça, en disant en fait le gouvernement a des extraterrestres ou des soucoupes volantes. Bon, évidemment, moi j'y crois pas du tout. Mais l'autre approche, c'est évidemment, au lieu de défendre l'hypothèse extraterrestre, on défend l'hypothèse paranormale. Et l'hypothèse paranormale, elle embrasse l'élusivité en disant oui, ça fait partie des propriétés. En fait, on est face à un phénomène paranormal, et donc oui, effectivement, les extraterrestres finalement sont comme des anges, ou généralement on va dire en fait les anges c'était des extraterrestres, et ils ont ces propriétés, ils viennent d'autres dimensions, ils ont des propriétés étranges et mystérieuses. Moi je veux bien, mais évidemment, comme je dis toujours, une fois qu'on rentre dans l'hypothèse paranormale pour expliquer le phénomène OVNI, on n'est plus dans la science, puisque l'hypothèse paranormale est totalement irréfutable. Puisque justement, on dit, pourquoi est-ce que c'est paranormal? Parce qu'ils ont toutes les propriétés qui font qu'on ne peut pas prouver leur existence. Une fois qu'on tient ce discours, forcément, on est... Bon, voilà. On ne peut pas faire de la science quand on défend... On est plutôt face à une forme de théologie du phénomène OVNI, qui peut convaincre certaines personnes, mais qui ne me convainc absolument pas. Voilà, c'était à peu près ce que je voulais vous dire. Hein. Rappelez-vous ça quand vous lisez la littérature ufologique, qu'on vous parle des témoignages d'OVNI, même avec des traces radars, même avec des photos, des films, avec des traces physiques sur le sol et tout ça. En réalité, moi, plus le temps passe, plus je suis devenu sceptique du phénomène OVNI, je le dis souvent. Parce que tout ça ne suffira jamais à prouver scientifiquement l'existence du phénomène des vaisseaux spatiaux extraterrestres. Pour ça, il faut capturer un vaisseau, ou capturer une soucoupe volante, ou capturer un extraterrestre, mort ou vif. Et c'est pas demain la veille, je pense que les ufologues arriveront à le faire. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle j'aime bien la parapsychologie. J'aime mieux la parapsychologie, où je suis plus, comment dire, je trouve la parapsychologie plus pertinente que l'ufologie, parce que la parapsychologie, on peut faire des choses en laboratoire. Tous les témoignages d'observation de fantômes ou de poltergeist, bon, ça peut être fun à lire, ça peut toujours être intéressant d'un point de vue psychologique, sociologique, folkloristique, mais ça, pour moi, même chose que pour le phénomène OVNI, hein, ça ne prouvera jamais vraiment rien à mes yeux. Mais par contre, évidemment, si vous pouvez faire des expériences pour essayer de tenter de prouver le psy, donc la télépathie, alors là, on commence à avoir un discours plus intéressant, plus sérieux pour moi. C'est la force de la parapsychologie par rapport à la cryptozoologie ou à l'ufologie. Quoique, je pense que les cryptozoologues, ils se rendent bien compte que s'ils voulaient prouver l'existence du Bigfoot, ils devraient en capturer un. Simplement, bizarrement, personne n'est arrivé à le faire depuis que les gens chassent les Bigfoot dans les forêts des États-Unis. Je veux bien que les forêts des États-Unis sont grandes, mais pas grandes à ce point-là. Voilà ce que je voulais vous dire un peu sur le sujet pour cette brève vidéo. Et tant que j'y suis, je me permets de vous annoncer que le prochain tome de Zach et Zoé, le tome 4, qui sera en financement participatif en début 2021, sera consacré au phénomène OVNI et au modèle sociopsychologique du phénomène OVNI, donc ce que j'ai un peu expliqué ici. Et justement, dans ce livre de Zach et Zoé, on va essayer d'expliquer aux enfants, parce que c'est pas si dur à comprendre ce que je viens de vous dire là, je pense qu'un enfant en primaire peut le comprendre. Hein. Je l'ai expliqué à mon fils, il n'y a pas de problème, hein, il comprend bien le problème. Et on va essayer d'expliquer ça aux enfants. Comme ça, on leur donnera des outils d'autodéfense intellectuelle face à la littérature ufologique. Voilà, c'était Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. J'étais votre hôte, Jean-Michel Abrassard, sceptiquement vôtre. Bye bye.